Le meilleur moyen de se faire connaître et reconnaître, c'est d'aller aux événements, de devenir un expert dans mon secteur. C'est quoi un peu les grandes tendances que toi tu vois ? La première chose qu'on fait, c'est on organise une visio avec nos clients pour leur expliquer comment on va les aider. Ils nous voient. Donc nous, on travaille majoritairement avec des sociétés. Il y a toujours des projets à faire. Le primordial, c'est la famille. Bah bien sûr. Donc le business par rapport à la famille est secondaire. Donc il faut arriver à créer quelque chose qui n'impacte pas la relation familiale. Tu peux être entrepreneur à 15 ans, mais tu peux être entrepreneur à 60 ans. Il n'y a pas d'âge. Si tu as un truc qui te plaît, que tu peux le faire, ben lance-toi, tu vois. Et ça, je trouve que c'est top. Bonjour à tous, bienvenue sur ce dernier épisode de la saison 1 du podcast Le Talent Club. Pour ce dernier épisode, on reçoit Stéphane. Salut Stéphane. Salut Romain, comment vas-tu ? Ben ça va, écoute, bienvenue avec nous aujourd'hui. T'es le dernier de cette première saison, hein, donc on va avoir un épisode, on va fêter ça ensemble avec toi. On est content de clôturer cette saison avec toi. Avant de commencer sur le podcast, peut-être on va te présenter les quelques règles au départ. Et puis après, si t'es OK, on démarre. Ça va pour toi ? Pas de souci. Cool, écoute, salut Stéphane. Donc on a 3 règles. La première, c'est que ça va durer 1 heure. Tu vois, il y a un petit timer là qu'on remet en train de remonter. La deuxième règle, c'est que tu as le bouton là, le buzzer panique. Donc si jamais il y a un moment où t'es pas trop à l'aise avec une question, t'appuies et en fait on passera à la question suivante. Les gens verront quand même que tu as buzzé. Et la dernière règle, qui est peut-être la plus importante, c'est que tu parles en ton nom propre et pas celui de ta société. Le but, c'est que ça reste authentique et le plus naturel possible. OK pour toi ? Pas de problème pour moi. Alors, go, hein. Bon, bah impeccable. Écoute, merci beaucoup d'être venu avec nous. Nous, on a préparé cet épisode un petit peu avant et en fait, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui caractérise finalement Stéphane ? Et on s'est dit qu'en fait, ce qui nous impressionnait chez toi, parce que c'est un talent club, c'était ce côté un peu de networking que tu as développé. Enfin, on trouve que tu as développé un super personal branding et une façon de networker un peu à Luxembourg, tout ça. Et donc, on se disait, ça pourrait être intéressant de commencer et que tu nous parles un peu de comment toi tu fais pour ce networking, comment tu bosses sur tout ça. Alors c'est vrai que c'est un sujet important, mais d'autant plus au Luxembourg. Ouais. Moi, j'ai découvert que la façon traditionnelle du cold calling, je prends mon téléphone, j'appelle les gens pour essayer d'obtenir des rendez-vous, est plutôt compliquée. Ouais. Et surtout, je suis pas à l'aise. Okay. Donc, une fois que le rendez-vous est décroché, il n'y a pas de souci, je peux aller devant les gens, mais prendre mon téléphone, passer la barrière du standard, je suis vraiment pas à l'aise. Okay. Et donc, je me suis dit, il fallait que je fasse autrement. Et surtout, le meilleur moyen de se faire connaître et reconnaître, c'est d'aller aux événements. Okay. Et c'est vrai que la première année de la création de la boîte, je sortais un maximum des déjeuners, des cocktails, des événements divers. Et c'est le meilleur moyen de rencontrer du monde. D'ailleurs, c'est comme ça que nous, on s'est rencontrés. La difficulté au début, c'est de pouvoir... on n'est pas toujours à l'aise. Moi, c'était quelque chose qui n'était pas vraiment naturel pour moi. Bah oui, c'est ça. Et j'avais un peu de mal. On a tendance à rester un petit peu dans son coin, à regarder un petit peu ce qui se passe autour. Puis à un moment donné, il faut ramener du business, quoi. Ouais. Donc c'est ta technique au début pour aller te mettre au contact des autres, en fait, des gens, du marché. Alors, tu trouves quelqu'un que tu connais. Ouais. Tu t'approches, la personne va te présenter quelqu'un, et je dirais que c'est un peu un échange de bon procédé aussi. Okay. C'est-à-dire que maintenant, je vais une nouvelle personne qui arrive, je vais lui présenter d'autres personnes, et ça agrandit le cercle en fait. Okay. C'est pas toujours, d'ailleurs même c'est rarement dans ce genre d'événement qu'on va faire du business directement, et c'est là où beaucoup de gens font des erreurs, c'est d'arriver dans un mode sales, je veux vendre. Non, tu apprends à connaître les personnes, tu discutes. Si ça se trouve, tu feras jamais de business avec eux, mais potentiellement, quelqu'un va dire « Ah bah tiens, je cherche tel truc », on va dire pourquoi est-ce que tu contactes pas Stéphane ?» Donc, c'est sur ce principe-là que j'ai été dans ce genre d'événement.
L'autre chose un peu importante, et je ne devrais pas le dire, mais voilà, c'est le dernier épisode de la saison. Voilà. C'est tes meilleurs copains dans les événements sont les photographes. Ok. Pourquoi? Il faut se faire copain. Il faut se faire copain avec les photographes parce que dans les événements de networking, le lendemain, le surlendemain, sur les réseaux sociaux, il va y avoir des photos qui vont être publiées dans des magazines et autres. Et donc, beaucoup de gens n'aiment pas être pris en photo. Donc, toi, si tu aimes être pris en photo, tu discutes avec les photographes, tu rigoles avec eux, tu peux être sûr que systématiquement, ils vont faire une photo avec toi. Ok, d'accord. Et donc, tu augmentes ta visibilité gratuitement. Ouais, c'est ça, c'est intéressant. C'est finalement, sans que ça soit une stratégie, c'est des espèces de petites habitudes qu'en fait, c'est des trucs qui deviennent un peu automatiques et qui font qu'au fur et à mesure, tu construis ce truc-là. Et généralement, le photographe, comme il sait, il va venir vers moi. Je prends les 2-3 personnes autour de moi, je dis on fait une photo de groupe. Okay. Voilà. D'accord, ok, ouais, c'est intéressant de voir cette technique-là. Et toi, tu l'as fait, alors au début pour l'entrepreneuriat. Du coup, pour quelqu'un qui serait dans un corporate et dans une boîte, cette approche de donc tout ce qui est networking et personal branding, il y a beaucoup de gens qui hésitent un peu, tu sais, à faire ça quand ils sont salariés. Toi, tu penses quoi de ce truc-là en entreprise? Est-ce qu'il y a des précautions supplémentaires à prendre? Parce que toi, tu as une parole plus libre en étant entrepreneur. C'est quoi finalement ton feeling par rapport à ça? Alors c'est vrai que j'ai moins de filtres. Après j'ai quand même une certaine image à véhiculer par rapport à ma société, mais j'ai moins de filtres par rapport à ce que je peux faire, ne pas faire. J'ai été à un événement, j'étais complètement déguisé, un peu débile, etc. Mais voilà, je peux le faire. Après, ça dépend dans quel genre de boîte tu es. En règle générale, si tu vas là-bas pour faire du networking, pour rencontrer du monde, pour échanger des idées, je trouve qu'il y a beaucoup d'échanges d'idées. Ouais, bien sûr. On apprend les uns des autres. Donc, je pense que c'est important pour n'importe qui d'aller dans ce genre d'événement. Pour le contenu aussi, quoi. Voilà. Pour le contenu, pour les rencontres que tu vas faire, qui vont t'apporter au niveau personnel, parfois pas du tout au niveau professionnel. Mais voilà, je dirais que ça te permet de grandir et de t'ouvrir toi personnellement. Super. Et t'as une stratégie où tu te dis il faut que je fasse X événements par mois, ou tu y vas vraiment à l'envie? Et du coup, la question après sous-jacente, c'est parfois est-ce que comme tout le monde, t'as la flemme, tu te dis franchement là, j'y vais pas, quoi. Alors, lancement de la boîte, stratégie, c'est que tu sois en forme, pas en forme, malade, tu y vas, quoi. Je faisais 3-4 événements par semaine, et donc ça, c'était vraiment dans ma stratégie de vente. Et surtout de visibilité, de se faire connaître. Ma boîte était nouvelle, il fallait que je me fasse connaître. Pas beaucoup de moyens, comme tout le monde quand on démarre. Voilà. Et maintenant, je suis un peu plus sélectif pour différentes raisons. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire attention que tu as tendance à te retrouver à discuter avec des gens que tu connais, c'est humain. Et tu t'aperçois que quand tu vas toujours au même événement, sauf peut-être certains très gros, c'est que tu vois que les mêmes personnes. Donc, tu vas rencontrer les mêmes personnes et tu vas naturellement aller vers les gens que tu connais. Donc, tu baisses en efficacité au niveau visibilité, rencontrer des nouvelles personnes et des potentiels clients. Donc, maintenant, je fais un petit peu, j'arrête certains événements, je vais à d'autres, je me suis inscrit dans d'autres clubs pour élargir. Ça permet de respirer un petit peu aussi, parce qu'on est quelque part, on devient un peu sclérosé en allant toujours au même endroit. Ok. Cette prédisposition quand même à aller à ces endroits. C'est quoi ton histoire à toi d'entrepreneur, même ta carrière, tout ça? À quel moment tu as développé ce truc-là? Alors évidemment avec l'entrepreneuriat, mais est-ce qu'avant déjà tu avais fait des trucs qui t'avaient eu dans ces prédispositions? Peut-être tu parlais un peu de ton parcours. Alors pas du tout, parce que moi je me souviens des tests que j'avais fait quand j'étais plus jeune. C'était tout introverti, parler en public, c'était pas possible, faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, alors là c'est même pas en rêve. Et puis moi j'ai travaillé pour des grands groupes, donc c'est vrai que voilà, j'ai fait quelques présentations plutôt en petit comité, mais aller des événements, parler à des gens inconnus, alors là c'était même pas en rêve. Et c'est drôle parce que je me suis forcé à le faire parce que j'avais pas le choix. Et puis je dirais que c'est comme quand tu t'apprends quelque chose. En fait, tu développes. En y réfléchissant, je me dis mais waouh, comment t'as fait? Parce que
il y a 7 ans en arrière, j'aurais été incapable d'aller dans un événement et de parler à 10 personnes dans la soirée. Ouais. Là, je pense que plus tu le fais, plus tu es à l'aise. Oh, plus t'aimes ça. Les gens, voilà. Après, t'aimes ça. Tu prends du plaisir à faire un truc finalement qui t'amène des rencontres et tout ça. Voilà. Donc, c'est plus et facile. puis, alors il y a eu un déclic pendant le Covid qui a fait aussi que je m'en fous un peu du regard des autres maintenant. J'avais cette tendance avant à, voilà, comment est-ce que les gens vont me juger, ce que je fais, est-ce que les gens, ça va leur plaire ou pas. Maintenant, je pars du principe qu'on peut pas plaire à tout le monde. Et que donc, ce que je fais, si ça atteint la cible que je recherche, tant mieux. Puis si les autres n'aiment pas, tant pis quoi. Ok. Salut, on vient de couper la vidéo. J'espère que tu es en train de passer un bon moment. Et en fait, on se rend compte qu'on s'est pas présenté. Donc on va prendre 30 secondes, une minute de ton temps pour t'expliquer un peu ce qu'on fait dans la vie. Salut, donc moi je suis l'associé de Talentlers à Luxembourg et on accompagne des organisations, des RH et des leaders sur toutes leurs problématiques de talent attraction, talent retention. Et moi, c'est Clément, cofondateur de Club Trust. Club Trust, c'est un réseau de talents à Luxembourg qui fonctionne sur la confiance. Il propose 3 choses aux membres du club. La première, c'est des mises en relation dans le cadre de recrutement. La deuxième, c'est des événements. Et la troisième, c'est du coaching, notamment sur la carrière et l'employabilité. Si t'aimes ce que t'es en train de voir, partage, like ou abonne-toi. Nous, ça nous donnera du courage et de la force pour continuer. Surtout que c'est une initiative qui nous prend un petit peu de temps et qui nous coûte un peu d'argent. Donc on sera ravis d'avoir ton soutien. On te souhaite un bon épisode et puis à la prochaine. Salut. Et pourquoi le Covid a changé ça Alors la petite histoire, la petite anecdote, c'est que donc je travaillais avec un mentor business coach avec qui je travaille toujours, ouais. Et qui au début du Covid dit alors c'est une opportunité d'être dans le Covid parce que tout le monde va être derrière son écran. Et donc, il faut amener du contenu, il faut te mettre ton visage, tout le monde va être derrière son ordinateur, son téléphone, etc. Et il dit, il faut faire des vidéos. Okay. Et je dis, non, mais moi, des vidéos, je suis pas à l'aise, je déteste. La fois d'après, il me dit, alors, t'as fait une vidéo? Je dis, non, j'ai pas fait de vidéo. Enfin, si j'en ai fait une, mais je peux pas la mettre sur LinkedIn. Et en fait, cette vidéo, c'est moi qui danse sur Flashdance avec ma fille. Ok. Et il me dit, génial, tu mets ça sur LinkedIn. Je dis, mais t'es complètement fou sur LinkedIn. Donc, je réfléchis, j'écris un texte, je fais un petit montage avec la vidéo. Et je crois que j'ai attendu une bonne demi-heure avant d'envoyer appuyer sur send. Et là, je me suis dit, je suis mort. Et... le kit tout double. Ah, le kit tout double. Écoute, t'osais plus regarder ton post. Ah ouais, non, voilà. Et en fait, le retour a été tellement incroyable parce que c'était, je crois, 2-3 semaines après le confinement. Et tout d'un coup, les gens, ils ont vu quelque chose de marrant, positif. Ouais. Et puis là, j'ai réalisé qu'en fait, je pouvais être moi-même. Je suis le mec qui est déconneur, qui aime se déguiser. Ouais. Je dansais avec ma fille. Et en fait, le retour a été tellement bon que ça a été le déclic pour me dire voilà, je peux si j'ai fait ça voilà, je peux tout faire. Voilà. Et donc c'est pour ça que il y a eu ce déclic là qui fait que maintenant je me mets plus de pression. Parce que voilà, bien sûr il y a le jugement de certaines personnes qui sont proches et important, mais un inconnu qui va te dire ce que tu as fait, c'est nul. Bon, c'est pas grave. Hein, et surtout que ça n'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé. Voilà. C'était plutôt très bien accueilli. Du coup, tu as quand même une stratégie à la fois d'être sur le terrain et en même temps, LinkedIn te permet. Qu'est-ce que te permet de faire LinkedIn que le terrain te permet pas en fait? Alors, le LinkedIn, tout le monde ne va pas à des événements, déjà. Et donc, pour différentes raisons, il y a des gens qui, ils ont aussi une vie de famille et donc ils peuvent pas trop sortir ou ils ont un rôle qui leur permet pas d'aller à des événements parce que leur boîte les autorise pas ou leur donne pas accès à ce genre d'endroit via des abonnements. Ouais. Et donc, la stratégie de LinkedIn est très importante. Pour moi, c'est au même niveau parfois selon les moments même plus c'est l'outil de marketing numéro 1 à notre époque. Ok. Comment tu l'utilises justement, quels sont les résultats que tu recherches à avoir toi avec LinkedIn? Moi ce que je sais c'est de devenir un expert dans mon secteur.
C'est-à-dire une personne de référence par rapport à la crédibilité. Notoriété. Notoriété, crédibilité, c'est-à-dire que j'ai une question un peu spécifique sur l'immigration au Luxembourg ou comment s'installer au Luxembourg. On va se dire, tiens, je devrais poser la question à Stéphane. Ouais, c'est le cas. Enfin, en vrai, moi, je connais, sur ce marché-là, je connais en top of mind que ta société. D'ailleurs, les autres, il y a d'autres. Il y a d'autres qui communiquent. Il y a une autre qui font ce métier ici. Alors, il y a plusieurs autres sociétés qui font ça. Il y en a certaines qui font partie d'un grand groupe et la problématique, c'est que parfois, les grands groupes ont une communication, et je pense que c'est la grosse erreur qu'elles font, ces boîtes-là, c'est-à-dire que c'est centralisé depuis Londres, depuis les États-Unis, et on dit, on communique tous de la même manière. Mais on oublie que si on veut développer le commercial à l'heure d'aujourd'hui, on n'est plus comme il y a 20 ans, il faut qu'on apporte de la visibilité locale. Donc il faut que localement, les boîtes locales et les commerciaux ou les dirigeants d'entreprises locaux puissent utiliser LinkedIn, je sais pas, Instagram pour montrer des choses locales du Luxembourg dans notre cas. Donc finalement, le fait de ne pas être attaché à un grand groupe, c'est presque ce qui t'a permis de te mettre en visibilité plus librement. Oui. Parce que ces boîtes-là sont contraintes. C'est ça que moi, je me souviens très bien, il y a quelques années, j'avais créé un compte Twitter Luxembourg que j'ai fait fonctionner à peu près pendant 4-5 mois jusqu'à ce que le directeur marketing à Londres découvre que j'avais créé un compte Twitter Luxembourg et il m'a dit non, on communique globalement, tu fermes ton truc. Ok. T'étais salarié à l'époque. J'étais salarié à l'époque, ouais. Okay. Donc c'est vrai qu'il y a cette flexibilité là qu'on n'a pas toujours dans les grandes boîtes, mais pour moi, LinkedIn est vraiment un moyen de communication super important. Tu peux, en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, faire passer des messages. Donc je dirais que j'essaye de faire un mix. Je fais 4-5 posts qui parlent plutôt de l'entrepreneuriat, de sujets divers. Et ensuite, je fais un post qui est un peu plus ciblé commercial. Alors, je fais pas du hard selling. Sur ton service. Voilà, sur mon service. Ouais, c'est vrai qu'on voit ta communication. Je trouve sympa la communication. Tu as une communication autour de justement ta vie d'entrepreneur avec ta compagne. Hein. Ouais. Donc, moi, j'ai identifié qu'il y avait effectivement un peu de communication sur comment, justement, ça se passe quand on a un business comme ça à deux. Après, il y a une communication sur, effectivement, tu fais pas mal de déplacements, j'ai l'impression. Ouais. C'est lié à ton boulot ou c'est alors, les deux. C'est-à-dire que là encore, c'est l'avantage d'être un entrepreneur. Je me déplace pour le business. Ouais. Quand je vais dans un endroit un peu nouveau, je vais prendre 2-3 jours pour moi pour découvrir l'endroit où je suis. J'étais à Dublin il y a quelques mois. J'ai pris une semaine pour aller visiter le Connemara et voilà. Donc du coup, ça permet aussi de communiquer différemment. Le fait aussi de parler de soi, de parler du fait que comme n'importe quel être humain, un entrepreneur, il a aussi besoin de se reposer, il a aussi besoin de recharger ses batteries. Ouais. Il a aussi de dire que parfois il est un peu il va un peu moins bien. Tout n'est pas brillant et donc c'est vrai que c'est important je trouve de communiquer par rapport à ça. Ouais, il y a un côté building public un peu qui fait qu'on a l'impression un peu de faire partie de cette aventure entrepreneuriale qui en plus est familiale. Donc ça rajoute un côté qui est et c'est quelque chose sur lequel on appuie un peu plus maintenant, parce que c'est à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, se dire mais vous travaillez en couple, c'est ça le retour. Comment vous faites? Et on se dit que c'est quelque chose, c'est quelque chose qui nous différencie. Okay. Et donc c'est un peu l'idée pour les prochains mois aussi de communiquer un peu plus sur ce qu'on fait en couple. Mais alors ce qui est assez intéressant aussi avec LinkedIn, c'est le visuel. Ouais. Qui est très important. Il y a des statistiques qui montrent que tu multiplies par 2,5 ta visibilité en mettant une photo, et tu multiplies par 5 ta visibilité si tu mets une photo de toi. Alors, ça peut paraître pour un peu... arrêter le scroll, ça peut paraître un peu... mais c'est ça, c'est arrêter le scroll. Ouais, bien sûr. C'est quelque chose, ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Et où est-ce que tu as appris ça? Tu t'es formé? Tu t'es fait accompagner? Comment tu as appris tous ces trucs-là?
J'ai mon business coach, lui, qui est un Anglais, qui travaille avec des boîtes un peu partout dans le monde. Et donc, en fait, il travaille aussi bien avec des grosses structures qu'avec des petites PME. Et donc, il va récupérer des idées des uns des autres. Et lui, je pense qu'il a été très précurseur sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn. C'est le premier qui dit, parce que souvent les gens se disent, ah non, tu peux pas mettre ça sur LinkedIn, faut mettre ça sur Facebook ou sur Insta. Et lui il dit, bah non. Si je veux montrer que je fais une pause aujourd'hui, que j'ai d'autres choses à côté de mon boulot, il est en train de rénover une maison et donc il met des photos en train de rénover sa maison, ça fait partie de qui il est. Et ce que tu remarques, c'est que les gens aussi, en anglais on dit people buy from people, les gens achètent d'autres personnes. Donc il faut qu'il y ait un lien qui se fasse, qu'il y ait une connexion. Et si c'est juste purement business, parfois ça devient compliqué de comment tu fais ta différence. Tu vois, moi, je vends un même service que plusieurs autres personnes. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont venir acheter chez moi plutôt que d'aller acheter chez mon concurrent? Ils apprennent à me connaître. Ah, c'est Stéphane. J'aime bien ce qu'il fait. Il inspire confiance, des choses comme ça. Tu vends de la confiance, de l'appartenance. Et alors, justement, comment toi, tu as décidé d'être entrepreneur? Ça se fait à quel moment de ta vie? Et parce que je crois que tu étais... Enfin, on en avait parlé un peu, mais... Tu étais salarié avant pendant quand même quelques années. Longtemps. Ouais, très longtemps. Très longtemps. Donc, j'ai été salarié pour des grands groupes internationaux pendant très longtemps. Et j'ai toujours dit, je ne serai jamais entrepreneur, c'est pas pour moi. J'ai pas ce qu'il faut pour être entrepreneur. J'ai pas assez de confiance en moi pour être entrepreneur. Il y a trop de risques, trop de peur. Voilà. Et c'est marrant parce qu'il y a j'ai un copain en Belgique qui me disait souvent, mais pourquoi est-ce que tu montes pas ton business? Je disais non, c'est pas pour moi. Voilà. C'est le risque? Ouais, le risque. Et puis, comme beaucoup de choses, c'est toutes les bonnes raisons de pas le faire et toutes les mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est t'as un prêt sur ta maison, t'as tes enfants qui font des études, voilà. Donc il y a un peu cette crainte-là parce que tu pars dans l'inconnu. Et puis après 13 ans dans la même boîte, je suis licencié donc à 49 ans. Et je commence à me mettre sur le marché du travail. Je travaille avec une femme qui est coach de transition pour voir un petit peu ce que je voulais. Voilà. Et puis je postule, j'ai pas beaucoup de retours. J'ai 2-3 entretiens. Mais t'étais sur la niche relocation? Non, pas du tout. Là, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je quitte ce métier. Je vais faire totalement autre chose. Et puis... Par contre, ce que j'avais fait, c'est que je m'étais vraiment impliqué. J'avais continué à aller à des déjeuners. J'essayais de faire 2-3 cafés, déjeuners, une bière avec différentes personnes pour me dire que j'étais sur le marché, que s'il y avait quelqu'un qui cherchait. Puis un jour, je vais à un événement et la personne me dit tiens Stéphane, je viens de récupérer un peu d'argent que j'avais investi dans une boîte. Tu voudrais pas montrer une boîte avec moi dans la relocation? Et on discute 10 minutes, un quart d'heure. Et là, il y a eu comme un déclic. Le premier, c'est... En tout cas, je travaillerai jamais avec ce gars-là, même si je l'aimais bien, mais je me voyais pas travailler avec lui. Regarde. Voilà. Non, mais bon, il y a des choses, tu vois... Il y a des gens que t'adores, mais avec lesquels t'as pas envie de bosser. Voilà, c'est ça. La plupart des gens à qui je parle, qui disent j'adore ma femme ou j'adore mon mari, mais je pourrais pas travailler. Bien sûr. Voilà. Et je fais partie de ces gens-là. voilà. Non, mais... Et puis, en fait, il y a eu un déclic. Et je me souviens même plus du repas auquel j'ai participé, même de quoi ça parlait. Pendant tout le repas, je suis rentré à la maison et j'ai dit à ma femme, tu sais quoi, puisque je trouve pas de boulot, on va créer notre propre business. Parce qu'à cette époque-là, ma femme était consultante indépendante pour des boîtes de relocation. Et donc, elle travaillait pour des boîtes à Paris, au Luxembourg, etc. Et elle avait une grande expérience du terrain. Et donc, je lui dis, voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai démarré. OK. Ah ouais. Et du coup, ce côté entrepreneurial, souvent, on voit des entrepreneurs... tu sais, quand il y a de l'entrepreneuriat et du networking,
tu as l'opportunité d'aller investir dans des projets ou d'avoir des différents business et tout. Toi, tu as toujours eu, enfin, tu t'es concentré sur Luxrelo ou tu as des participations dans d'autres business, dans d'autres trucs, etc. Alors, quand tu démarres au début, tu te dis, voilà, tu te concentres sur ton business parce que tu te dis, alors c'était pas mon truc, donc il a fallu que je me lance là-dedans. Mais entre-temps, on avait créé une deuxième boîte qui était une boîte de au pair, c'est-à-dire faire un matching entre les familles qui cherchaient des au pairs au Luxembourg et des au pairs qui voulaient venir au Luxembourg. Ah, il y a beaucoup de demandes là-dessus. Voilà. Une plateforme de jeunes filles au pair. Voilà, c'est ça. Ok. Mais donc vraiment avec un screening, un background check, faire des interviews, etc. Et donc ça a duré à peu près 1 an et demi et on s'est aperçu que il n'y avait pas de demande. Les gens préféraient passer par Facebook, Internet. Voilà. Ils ne voulaient pas payer pour le service, pour la qualité que tu offrais en plus. Voilà. Et donc, à un moment donné, avant de perdre de l'argent, on a décidé de débrancher et d'arrêter. Et du coup, en focus sur focus sur Luxrelo. Mais avec des idées potentiellement d'expansion ou d'autres business. Parce que je pense que, alors c'est marrant, c'est que quand on met le doigt dans quelque chose, on reste à l'écoute, on regarde ce qui se passe. Puis j'ai 3 enfants qui sont dans la vie active, enfin les deux grands et la dernière fait ses études. Mais il pousse un petit peu à réfléchir, à se remettre en question. Donc je reste ouvert à d'autres opportunités. Là, je commence mes premiers investissements dans des startups. Tu commences à mettre des investissements très près. Ouais, c'est souvent, en fait, c'est pour ça que je pose la question. Souvent, les entrepreneurs, quand ils sont sortis de la phase de lancement, etc., et qu'en plus, ils font beaucoup de rencontres, ce qui est ton cas, du coup, ils sont sollicités pour ça. Parce que justement, en mettant des tickets, ils peuvent aussi amener ce côté entrepreneurial en mode, pas coaching, mais presque expérience. Après, je regrette pas, mais tu t'aperçois aussi que tu te fais un peu utiliser. Donc, j'ai eu 2 expériences là où j'étais peut-être un peu trop naïf. C'était des projets très intéressants, j'ai rencontré des gens très intéressants, mais je me suis aperçu qu'ils m'avaient bien utilisé, qu'ils avaient lancé leur truc, etc. Et que, tu vois, même pas un petit mot pour dire qu'ils avaient lancé leur produit. Voilà. Donc, maintenant, je me dis, je suis prêt à aider. Un sélectif, et puis, je suis prêt à vous aider, mais bon, je vais mettre des billes. Voilà. Je me mets à bord, et en fait. Super ça. Donc ça, c'est la version future, c'est la version 2.0 ou 3.0. C'est une version un peu business angel. En fait, il n'y a pas de pression là-dessus. C'est en fonction des opportunités. S'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est la même chose de potentiellement ouvrir dans un autre pays, pourquoi pas. Mais c'est une question d'opportunité. Il faut trouver soit la bonne personne locale, soit quelqu'un qui veut se retirer parce que la personne prend sa retraite, qui veut céder. Donc voilà. Donc je discute avec des gens et je reste ouvert aux opportunités qui pourraient arriver. Toi, t'es arrivé à Luxembourg il y a combien de temps ? Ça va faire 23 ans. Ok. T'as vu, j'imagine que tu as vu des changements, mais c'est quoi pour toi les plus gros changements et potentiellement comment ça a impacté ton business ? Alors, 23 ans, alors comme beaucoup de monde, moi je pensais venir pour 2-3 ans et repartir. Alors, ce qui a beaucoup évolué, c'est justement toute la partie networking. C'est-à-dire quand je suis arrivé, si on voulait faire du networking, il y avait la chambre de commerce américaine, la chambre de commerce britannique, point barre. C'était ce qu'il y avait. Voilà. Et à l'heure actuelle, ça devient même difficile. Parfois, il y a 2-3 événements par soirée. Donc ça, c'est des événements de qualité avec des gens de qualité en tant que speaker ou des panels intéressants, ce que tu n'avais pas avant. Ça, c'est vrai que voilà. Le fait que le Luxembourg s'internationalise de plus en plus.
tu vois de plus en plus d'étrangers et donc en plus dans mon métier, je les vois arriver, repartir. Donc ça, c'est vrai que c'est une grosse différence de voir. Avant, tu allais dans un café ou un bar, si tu parlais pas français, c'était pas la peine. Maintenant, à l'inverse, tu vas dans certains bars et cafés, la personne en face de toi parle pas français. Ça, c'est vrai que c'est la grosse différence. Ok. Et au niveau de ton business, toi, là en ce moment, on voit des évolutions sur le marché des talents, on a difficulté à avoir des talents locaux, on va devoir aller en chercher toujours plus en Europe ou en dehors de l'Europe. Sur ces trends plutôt guerre des talents et ces trucs-là, toi, j'imagine qu'au niveau de ton business, ça t'impacte parce que on est obligé de faire plus appel à des ressources externes. C'est quoi un peu les grandes tendances que toi tu vois ? Alors, on a vu qu'en 2022, sortie du Covid, la plupart des boîtes ont tenté de rattraper leur retard, combler les trous qu'il y avait dans leurs équipes. Et puis, certains talents, surtout dans l'IT, on les trouve plus au Luxembourg, on les trouve plus dans la grande région et on les trouve plus en Europe. Ouais. Donc les gens, il faut aller les chercher en Inde, en Amérique latine, aux États-Unis. Et donc ça vraiment on l'a vu. Là, avec la crise que l'on a en ce moment, il y a un peu un gel. Donc, je sais pas si vous le voyez aussi, vous, dans votre secteur. Pas encore. Voilà, nous, on voit que c'est un peu plus calme dans le recrutement. Mais oui, on voit vraiment que les gens on va les chercher de plus en plus loin. Il y a vraiment une tendance aussi. J'ai vu que les statistiques qui étaient sorties pour l'année dernière, le plus grand nombre de permis de travail qui ont été délivrés au Luxembourg, c'était des personnes de nationalité indienne. Ok. Donc encore une fois, tout le marché informatique, dans tous les secteurs. Tous les secteurs. Nous, on a plein de boîtes différentes avec qui on travaille et ils vont recruter des personnes de nationalité indienne. Ouais. Et sur les moyens de communication, avant, il y avait pas mal de choses qui se faisaient en présentiel et là-dessus. Maintenant qu'il y a Teams un peu partout et ces choses-là, du coup, est-ce qu'il y a des boîtes... est-ce que ça a impacté le marché de la relocalisation ou est-ce que ça a juste impacté le marché du travel business ? Ouais, je pense que c'est plus le travel business. Ouais. Il y a eu une boîte à Londres une start-up qui a décidé, qui est arrivée il y a 2-3 ans sur le marché et qui a dit, juste avant le Covid, qui a dit on va révolutionner le marché de la relocation, tout se fera en ligne. Okay. La réalité, c'est que c'est un service où les gens ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin d'être rassurés. Parler à une machine parce que je ne sais pas comment échanger mon permis de conduire ou comment je vais trouver mon logement au Luxembourg. Ça va pas aider. Le chatbot, ça marche 2 minutes, mais pas trop. Voilà, non, mais c'est ça. Ouais. Et donc, et d'ailleurs, cette boîte est revenue en arrière parce qu'ils disaient on vous met en relation avec des agences immobilières, mais une agence immobilière qui reçoit 10 demandes par jour, d'avoir quelqu'un qui, via un chatbot, qui va lui poser une question, ils vont même pas répondre. Ouais. Et déjà, nous, on le voit au Luxembourg, il y a quelqu'un qui appelle directement depuis les États-Unis en disant je voudrais organiser des visites. Souvent, les agences répondent pas aux mails ou répondent pas au téléphone. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui est déjà en place, donc nous, ça n'a pas changé grand-chose. Ce qui a changé, c'est Teams ou les autres moyens de visioconférence qui nous aident à rassurer nos clients. C'est-à-dire que nous, la première chose qu'on fait, c'est on organise une visio avec nos clients pour leur expliquer comment on va les aider. Ils nous voient. Avant, c'était au téléphone. C'était au téléphone ou par mail. Ok. Ah ouais, donc finalement, un truc qui pourrait être perçu comme potentiellement un empêcheur pour votre business, finalement, en fait, vous l'avez retourné en disant, non, nous, on va plutôt l'utiliser comme quelque chose qui rajoute la confiance là où on l'avait pas avant. Enfin, au moins, en tout cas. Et même au niveau commercial. Ouais, ok. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué que... Et on a tous fait ça. J'ai besoin d'avoir un devis pour un service ou pour acheter un truc. On envoie un mail. Merci de me dire, me donner votre prix, comment ça fonctionne. Et puis, on attend une réponse par mail. Ouais. Maintenant, systématiquement, nous, pour nos services, je reçois ce genre de mail. J'organise une visio. Ok. Et ça. Parce que la personne
me voient. Alors les gens veulent moins qu'on se déplace dans leur bureau. Moi, ça me pose pas de problème, je perds moins de temps. C'est vrai que je préfère à un moment donné rencontrer le client en vrai, parce que voilà, on est quand même des êtres humains. Mais le fait d'avoir une visio, que la personne puisse te voir, que tu puisses sentir les intonations, voir si tu vas dans la bonne direction ou pas. Et puis surtout, arriver avec comment est-ce que je peux résoudre votre problème. Si vous nous avez contacté, c'est que vous avez un souci, comment est-ce que je peux vous aider. Ok. Ouais, donc il y a ce côté toujours un peu rassurant sur recréer du lien à la personne, qui est aussi ce que tu disais au niveau du networking, qui est c'est le lien à la personne. Case-là. Finalement, Teams, c'est un peu cet outil-là. Parce que on me demande un prix, je renvoie un prix, les gens ils vont se baser juste c'est cher ou c'est pas cher. Et c'est oui ou non. On va pas travailler avec lui. Tandis que quand on a une conversation, on peut développer un peu plus, on peut expliquer pourquoi ça va coûter tant et qu'est-ce que ça inclut. Et donc, ça facilite une possible vente. Ok. Super. Super, ouais. Moi, j'avais peut-être une question sur les visas. Tu as vu une évolution du nombre de visas qui sont accordés par an à Luxembourg? Je pense que vous en faites quand même pas mal. Du coup, quelle est l'évolution? Est-ce que tu penses qu'il y a encore mieux à faire? Et je pose la question parce qu'en fait, nous, on a beaucoup de candidats en recrutement qui, en fait, sont extra-européens et ils sont bloqués à cause de ça. Donc, un peu, c'est quoi, toi, ton sentiment sur ça? Quels sont les points de blocage? Est-ce que c'est facile à faire? Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect du nombre croissant de talents dont on a besoin en dehors de l'Union européenne. Donc, c'est vrai qu'on a vu une évolution assez importante du nombre de demandes de permis de travail. Et de l'autre côté, on a quand même un nombre important de boîtes au Luxembourg, mais c'est pas qu'au Luxembourg, qui sont extrêmement frileuses à l'embauche de citoyens non européens. Et donc, la problématique vient pas... Les gens me disent c'est compliqué d'obtenir un permis de travail au Luxembourg. Je dis essayez d'aller obtenir un permis de travail en France, en Allemagne ou aux États-Unis. Là, vous comprendrez ce que c'est que difficile. Au Luxembourg, la plupart des documents, tous les documents n'ont pas besoin d'être certifiés. Il faut juste un original du casier judiciaire. Et c'est tout. Et donc, c'est plus une méconnaissance et une crainte. Parfois, la réflexion, c'est « Ah oui, mais si j'embauche un citoyen non européen, ça va prendre 2-3 mois, c'est trop long. » Je dis « Oui, mais en fait, vous allez débaucher quelqu'un au Luxembourg. Il va potentiellement aussi avoir 2 à 3 mois de préavis. Donc, pour moi, c'est similaire. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont frileux. Enfin, en tout cas, ça fait peur sur le process, mais je pense que ça fait peur par méconnaissance. C'est méconnaissance. C'est comme il y a une nouvelle loi qui est passée qui donne un accès automatique maintenant aux conjoints au marché du travail. Donc un conjoint d'un citoyen non européen qui arrive pour travailler au Luxembourg, son conjoint peut automatiquement maintenant travailler sans faire les démarches d'obtention de permis de travail. Alors c'est très bien, mais en réalité ça fonctionnait super bien avant. Nous on en faisait plein. Sauf que les boîtes avaient une méconnaissance totale et ils se disaient non, c'est trop compliqué. En réalité, en 2-3 semaines, 4 semaines, la personne transformait son titre de séjour en tant que conjoint sur un permis de travail. Ok. Voilà. Moi, il y a sur ce business-là, alors quand on reçoit des entrepreneurs ici, on aime bien comprendre un peu comment marchent les business. Et c'est vrai que ton business, ta relocalisation, c'est un truc... En fait, je vois opérationnellement ce que ça veut dire, mais en fait, j'arrive pas bien à mesurer comment ce truc-là marche au global. Comment ça marche au niveau global? Est-ce que c'est des gros players qu'il y a partout, ou des petits players? Est-ce que c'est un business qui est un business récurrent où vous allez travailler avec des boîtes dans une logique de partenariat, ou est-ce que c'est plutôt les gens qui se déplacent, qui sont vos clients, ça? J'aimerais bien que tu nous vulgarises un peu le truc pour qu'on comprenne comment ça fonctionne. Alors, comme beaucoup de choses, c'est la relocation et l'immigration, le support à ces services-là est arrivé des pays anglo-saxons, États-Unis, Angleterre. Comme dans ça a souvent démarré dans plein de pays, le conjoint, alors à l'époque c'était surtout la femme qui suivait son mari, qui
arrivaient dans un nouveau pays. Les Et expats. puis, voilà, expat. Et puis, elles se disaient, j'ai galéré à trouver mon logement et dans la paperasse. Et puis, quelqu'un de nouveau arrivé lui posait des questions. Elle se dit, tiens, je pourrais peut-être en faire un business. Donc, il y a eu plein de sociétés familiales qui se sont créées un peu partout dans le monde. Donc, moi, je vais à des conférences dans notre métier. Et c'est vrai que c'est plein de sociétés familiales. Il y a pas mal de sociétés en couple. Il y a pas mal les enfants qui travaillent dans la boîte aussi. Donc, ça, c'est la base. Et puis, il y a des structures qui se sont développées au niveau mondial. Alors, il y a des déménageurs qui se sont dit, on rajoute un arc, une flèche à notre, une corde d'atteinte, je cherchais. Parce qu'ils se sont dit, le déménagement est après la recherche de logement et tout ça. Donc, il fallait monter un peu une étape au-dessus pour pouvoir contrôler un peu plus le business. Et puis, donc, du coup, il y a des grosses structures qui se sont mises en place. Il y a des contrats mondiaux qui sont signés avec des grosses boîtes, j'en sais rien, moi, Amazon, HSBC et autres, où ils se disent, nous, on veut un seul interlocuteur qui gère tous nos transferts dans le monde entier. Transfert interne ou quelqu'un qu'on recrute. Voilà, exactement. Voilà. Toute la relocation, elle est centralisée. Partout dans le monde, ça peut être aussi bien. Et donc, c'est généralement des gros players américains, mais il y en a aussi maintenant à Londres. Et puis après, il y en a des plus petits régionaux, donc qui sont limités à l'Europe. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de dire, j'ai un interlocuteur et ensuite... alors nous, localement, à notre niveau, on a certains de nos clients pour qui on gère de la mobilité en dehors du Luxembourg. C'est-à-dire que... Des sièges ici. Voilà, le siège ici. Mais des opérations ailleurs. Et on va... cet été, j'ai fait un Paris-Houston. Pour une boîte Luxo. Pour une boîte Luxo. Et donc, donc je travaille avec un partenaire à Paris, je travaille avec un partenaire aux États-Unis, mais mon interlocuteur, le RH ici au Luxembourg, n'a qu'un seul interlocuteur, c'est moi. Il ne veut pas savoir comment ça se passe tant que son employé est bien servi. Voilà. C'est intéressant parce que c'est un business dans lequel je pense au NPS, tu sais, là-dessus. En fait, c'est intéressant parce que ton client est l'entreprise, mais celui qui t'évalue est l'employé. Donc nous, on travaille majoritairement avec des sociétés. On a des particuliers qui travaillent avec nous, soit parce que la société va leur donner du cash, et vous faites ce que vous voulez avec, donc ils vont utiliser nos services. Puis il y a des boîtes qui n'aident pas du tout leurs employés, et donc ils viennent directement vers nous. C'est minimal par rapport, la majorité de nos business vient directement des sociétés ou de nos partenaires. Une boîte qui a un contrat aux États-Unis, et ils ont une filiale au Luxembourg, ils ont besoin d'aide, et ils vont faire appel à nous pour aider leurs clients, sociétés et l'employé à se relocaliser au Luxembourg. Sachant qu'en plus, les utilisateurs, ils vont t'évaluer en fait sur les services proposés par les partenaires. Le déménageur, je pense que tu as un potentiel d'intégration avec tout ce qui est immobilier. J'imagine que tu dois connaître beaucoup d'agents immobiliers à Luxembourg. Soit certains doivent être même des partenaires. Tu pourrais même envisager d'avoir une intégration. Alors, comment ça fonctionne, c'est un marché particulier, j'imagine. C'est un marché particulier. C'est vrai que c'était une des idées quand on a lancé la boîte de se dire est-ce qu'on ferait pas un peu d'immobilier en même temps. C'est 360. Il y a certains confrères qui l'ont fait au Luxembourg ou ailleurs. La problématique, c'est que sur des marchés tendus, à partir du moment où les autres boîtes les autres agences immobilières vont comprendre que tu fais aussi l'immobilier. Ah oui, t'es captif. Voilà. Et en fait, tu te tires une balle dans le pied parce que, je veux dire, quand on aide nos clients à trouver un logement, on se doit d'être impartial. Oui, ça. En fait, ça amène. Bon, il y a un conflit d'intérêts, ça se règle parce que tu peux faire les choses sérieusement. Mais par contre, effectivement, ça te prive de l'accès à une partie de l'offre. Et donc ça, c'est vrai pour l'immobilier. Est-ce qu'il y a d'autres activités périphériques dont tu pourrais intégrer verticalement et qui auraient du sens, de la même façon que ceux qui font du déménagement? Alors, il y a une... Sur le déménagement, typiquement, on s'en fout.
Oui. Alors généralement c'est plutôt l'inverse. Voilà, C'est-à-dire que c'est des boîtes de déménagement qui ont intégré de la relocation. Ouais. Donc moi j'ai un passé dans le déménagement, donc je fais encore ce qui s'appelle le move management, c'est-à-dire que j'ai pas d'équipe etc. Mais je sous-traite il y a des boîtes qui me disent Stéphane, tu gères l'immigration et la relo pour nos employés. Est-ce que tu peux m'aider parce que là j'ai un déménagement, typiquement Paris, Houston, je le gère. Okay. Voilà. Je le gère, je prends un pourcentage de commission là-dessus qui est clair et puis il n'y a pas de souci. Après, il y a d'autres intégrations qui se font. Il y a des boîtes qui ont intégré le recrutement et l'immigration et la relo. Ouais, okay. Il y a une boîte française qui s'est lancé à fond là-dedans. Ok. Et donc, recrutement, relocation, en service annexe. Quoi. Qui a en fait un certain sens aussi. Oui, c'est ça. En fait, ça a du sens sur la partie de ton business où c'est pour des gens qui intègrent la boîte en même temps qu'ils bougent. Mais par contre, ceux-là, ils captent par définition pas les transferts internes. Non. Hein, c'est ça. En fait, ils prennent un morceau de ton truc. Ok. Mais après, la difficulté aussi de notre métier, et c'est là où je prends mon bâton de pèlerin et je le martèle, c'est que la plupart des boîtes ont intégré et n'ont pas de souci à se dire je vais prendre un cabinet de recrutement, je vais payer 15, 20, parfois 30% de com pour embaucher le talent que je recherche. Mais ça leur vient pas à l'idée que c'est important que la personne qu'ils vont aller chercher à l'autre bout du monde se sente accueillie, aidée lorsqu'elle arrive au Luxembourg. Ouais. Et donc vendre nos services de relocation où on aide les gens au niveau administratif, au niveau la recherche de logement, au niveau immigration, il y a des boîtes ça ils l'intègrent pas. Pourtant le pourcentage est minime par rapport au coût d'un recrutement. Ok. T'as déjà pensé d'ailleurs à faire une sorte de club, tu vois, où tu pourrais finalement tous ceux que tu vas aider à venir à Luxembourg, qui puissent se retrouver, en fait, toi-même qui aimes bien networker, avoir ton propre club avec ces gens qui se sont relocalisés. Une communauté ? Oui. Après, il y a je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a toujours des idées des idées, il y a plein. Après, faut voir comment on les intègre. Comment ça fonctionne sur la durée. Voilà. Donc, pas mal d'idées, savoir lesquelles vont aboutir ou pas. Ouais. Alors, l'idée d'un club, ça existe déjà dans d'autres pays. Ouais. Faut voir comment. Ouais. Voilà, voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce club-là, il n'est pas monétisable en tant que tel, mais par contre, ça peut être un argument supplémentaire pour dire, nous, les gens qu'on va faire venir, en fait, on les lâche pas dans leur appart avec les clés. Ça continue après dans quelque chose. Mais effectivement, il faut trouver la bonne balance entre le bon format qui leur va bien, l'énergie que tu mets, et tout ça. La difficulté que l'on a aussi, c'est où s'arrêtent nos services. Eh oui. Parce que à un moment donné, on devient presque la conciergerie. Ouais. Et c'est là aussi on a une difficulté où on doit mettre des règles en interne et vis-à-vis de nos clients, principalement RH. De leur dire non, là à un moment donné parce qu'il y a cette tendance naturelle de se dire je veux que ça, et puis on s'aperçoit que leur employé va nous demander est-ce que vous pouvez m'aider de ceci, est-ce que vous pouvez m'aider avec cela, la part il est bien mais je vais la choisir quoi. Voilà. Où ma boîte m'aide pas pour le changement de permis de conduire et l'enregistrement à la commune et les allocations familiales, est-ce que vous pouvez m'aider Oui, on peut vous aider ouais, bien sûr, mais il y a un coût. Voilà. Ouais, c'est ça, t'as un sujet. C'est vrai qu'en fait, je pense que c'est lié au fait de ce qu'on disait tout à l'heure que celui qui achète n'est pas celui qui consomme ton service. Ouais. Et donc, du coup, comme celui qui consomme, il supporte pas le coût, du coup, lui, tant qu'une fois qu'il a le contact, et puis en plus, même d'un point de vue humain, t'es sa personne de confiance. Ouais. Donc, c'est la première personne, une des premières personnes qui rencontre en arrivant. Il doit savoir. Ouais, parfois, on est même, c'est comme un père avec ses enfants. On prend les gens par la main et c'est un peu comme ça qu'on le vend. D'ailleurs, on vous prend par la main et puis on vous accompagne jusqu'à ce que vous soyez installé dans votre logement. T'as un côté marque employeur en fait pour les entreprises aussi. Finalement, elles vont nous voir plus que parfois le RH. Ouais.
Donc, ouais, tu as un enjeu assez fort, même pour l'entreprise, d'accompagnement. Et c'est la difficulté de jouer entre, ben oui, on veut garder notre service de qualité, notre notoriété sur le marché. Et faire, comme ils disent en anglais, l'extra mile, le pas supplémentaire. Mais à un moment donné, on est quand même une entreprise qui doit... une réalité voilà, économique. Hein, bien sûr. Ouais, donc c'est vrai que c'est... Et t'as une idée, du coup, tout à l'heure, tu l'as un tout petit peu évoqué, de ce que tu voudrais, enfin, de tes plans pour toi, pour la société, enfin, pour ta boîte. Qu'est-ce que tu voudrais faire après? T'as déjà un peu réfléchi aux prochaines étapes? Alors, prochaines étapes, c'est vrai que ça fait 7 ans que la boîte existe. Ouais. En 7 ans, j'ai déjà eu 4 propositions de rachat. Ok. Par des grands groupes, du coup. Ouais, par des grands groupes. Ouais. La réalité, c'est qu'on n'est pas non plus dans un secteur où on n'est pas dans l'IT, où si on te rachète... Oui, c'est des boîtes de service, donc voilà. ça ne capitalise pas. Voilà, exactement. Et puis, souvent aussi, c'est des boîtes qui, dans d'autres secteurs aussi, où on va te demander de rester 2-3 ans dans la boîte. Si j'avais pas été de l'autre côté, ça m'aurait pas dérangé peut-être de le faire. Malheureusement, j'ai été de l'autre côté. Ok. Et là, me dire, je vais revivre ce que j'ai vécu avant, alors que ma propre boîte. dans ma propre boîte, alors que je pouvais prendre mes décisions, que c'est quelqu'un à Londres ou aux États-Unis qui va me dire, non, faut que tu bosses comme ça, au Luxembourg, bah non, c'est pas comme ça. Mais j'aurais pas je pense que ça serait vraiment lourd psychologiquement. Okay. Et sur d'autres projets éventuels, tout à l'heure, tu mentionnais que potentiellement, tu avais d'autres trucs en tête. Est-ce que ça, c'est quoi le futur? Comment tu vas voir ce truc évoluer? Pas forcément ta boîte. Hein, alors, c'est marrant parce que moi, j'ai 56 ans. Et donc, j'ai pas mal de gens autour de moi, leur objectif, c'est la retraite. Ouais. Alors moi, je me vois pas du tout à la retraite. Hein. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler sur des projets intéressants le plus longtemps possible. Peut-être que je dis ça maintenant, peut-être que dans 5 ans, j'en aurai marre. Oui, et voilà. Mais je pense que quand on est dans le monde, dans l'entrepreneuriat, ça permet de rester jeune. Et puis, je rencontre des gens, mais passionnants tous les jours. Et donc, je me dis, il y a toujours des projets à faire. Ouais. Donc, pourquoi pas lancer un nouveau produit, un nouveau service comme je disais tout à l'heure, si une opportunité se présente pour ouvrir une filiale dans un autre pays, pourquoi pas? On a mis en place... alors ça, c'est l'avantage aussi en tant qu'entrepreneur, vieil entrepreneur, entre guillemets, commencé à 49 ans, et d'avoir travaillé dans un grand groupe, c'est que l'expérience que j'ai acquise m'a permis d'éviter beaucoup d'erreurs que font les plus jeunes. Ouais. Et donc, du coup, je me dis, oui, pourquoi pas créer une autre boîte, ouvrir une autre structure dans un autre pays. C'est selon les opportunités. Il y a des choses que j'aurais voulu faire dans cet état d'esprit un peu plus rapidement, mais il faut trouver la bonne personne. Parce que ça sert à rien, j'en sais rien, moi, d'ouvrir au Portugal. Demain, on me dira, super, je vais ouvrir au Portugal parce que j'ai peut-être des clients. Mais si j'ai pas la bonne personne localement qui connaît notre métier, ça sera difficile. Mais derrière, on a tous nos process, on a notre outil informatique qui fait qu'en fait, on peut répliquer rapidement. Tu pourrais le faire. Voilà, je pourrais le faire. Et tout à l'heure, tu as parlé dans les conférences, tu dis il y a beaucoup de business familiaux. Il y a une version dans laquelle tes enfants ils vous rejoignent et vous continuez l'aventure en famille. Là, en ce moment, sur Netflix, il y a un truc qui s'appelle L'Agence. Je sais pas si tu as vu. Alors, c'est très drôle. C'est le truc du business en famille. Ça pourrait devenir ça, finalement. Business aussi, sinon. Ce serait génial. Alors, ce qui est très drôle, c'est que il y a au moins 5-6 personnes, que ce soit des amis de nos enfants, de certains de nos amis, qui nous ont dit cette famille-là, c'est exactement vous. Ok. Voilà. Ça les intéresse, eux? Enfin, plus sérieusement, tes enfants, ça les intéresserait? Enfin, après, dans des volances, tu... Non. Alors, les deux grands, il y en a un qui... l'aîné, il travaille dans la finance à Genève, et le deuxième, il est dans l'audit à Paris. Ok.
Et ma fille fait des études de vétérinaire à Lisbonne, donc elle a encore un peu de temps. Tous les deux, je pense qu'à un moment donné, ils iront peut-être dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'ils nous rejoindront? Je sais pas. Ouais. C'est marrant ce truc family business, effectivement, parce que comme en plus ça a l'air propre à votre... Après, c'est... à un moment donné, on a eu des discussions pour savoir si peut-être quelque chose pourrait se faire éventuellement dans le futur, mais il y aura un gros travail à faire parce que ce qui est important, c'est que ça n'impacte pas nous le primordial, c'est la famille. Bah bien sûr. Donc le business par rapport à la famille est secondaire. Donc il faut arriver à créer quelque chose qui n'impacte pas la relation familiale, qui est pas des frustrations, qui est voilà, donc et puis s'il y a qu'un enfant qui intègre le business, il faut aussi qu'il y ait une certaine justice par rapport aux autres membres de la fratrie. Hein. Ouais. Donc tout ça, c'est des choses où éventuellement, si ça arrive, il faudra qu'on pose tout sur la table, qu'on se fasse aider par des gens au niveau fiscal, juridique et autres, pour qu'on ait quelque chose qui fonctionne plutôt bien et qu'il n'y ait pas de frustration dans la famille. Hein. Justement, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es déjà posé la question, enfin vous, parce que vous êtes à deux, d'arrêter? Non. Zéro. On a eu un gros coup de stress avec le Covid, puisque nous, on dépend des gens qui, voilà, on s'est dit on est mort. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on a pris l'opportunité pour revoir tous nos process, pour nous rendre beaucoup plus agiles et beaucoup plus rapides. Et puis, j'ai travaillé sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Non. C'est un truc, vous, enfin, voilà, c'est votre setup, c'est comme ça que vous vous sentez bien. On a une super équipe autour de nous qu'on aide à grandir, à qui on donne des responsabilités. On est en train de prendre un peu plus de recul avec mon épouse Sandrine. Sur les opérations, tu veux dire? Ouais, sur les opérations. Aussi pour pouvoir, vous disiez tous les deux, qu'est-ce que vous allez faire après? Est-ce que vous avez d'autres projets? On se réserve une journée dans la semaine où on fait, c'est plus de la réflexion. On travaille sur, et ça, je pense que c'est quelque chose de très intéressant pour les entrepreneurs, travailler sur un dream board, sur les dream boards. Hein. Ok. C'est-à-dire que tu poses sur papier ou sur un fichier Excel, tu as ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Hein. Okay. Et tu mets ton âge au fur et à mesure que tu avances. Okay. Et c'est très intéressant de mettre ça sur place. Tu suis le truc, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que tu te dis qu'est-ce que je voudrais faire ou qu'est-ce qui va arriver à tel moment, tu vois. Ok. Et donc du coup, c'est assez intéressant parce que voilà, en plus quand tu vieillis, tu te dis oui, dans X années, je vais avoir 70 ans. Qu'est-ce que tu vas avoir fait à 70 ans? Et c'est vrai que si tu mets pas de choses en place, le temps s'envole. Voilà, c'est ça. Tu suis pas avec une action. Le fait de prendre du recul, c'est super important. Et c'était quelque chose qu'on avait un peu de mal à faire. C'est pour ça qu'on a pris un mentor, business coach, qui est quelqu'un qui, une fois par semaine, nous permet il nous oblige à sortir de l'opérationnel et du quotidien et à avoir une vision en hauteur sur notre business et en tant qu'entrepreneur, notre vie personnelle. Hein. Ouais, c'est ça. Nous, en coaching, on a un mécanisme de supervision qui est un peu similaire. Voilà. Par contre, effectivement, la fréquence du truc est vachement... Enfin, c'est un super cadeau que vous faites. C'est 20% de votre temps dédié à ce truc-là. Les boîtes, en général, elles font une journée par an à 2000 dans une pièce avec des post-it. Après, donc disons qu'on l'a planifié, on se met une journée, mais ça veut dire qu'on ne sera pas impliqué dans l'opérationnel. Hein. On sera impliqué dans le business, mais ça peut être revoir tous les process, ça peut être, j'en sais rien moi, voir pour ouvrir une filiale à l'étranger. Donc c'est déconnecté du run, mais c'est pas forcément de l'idéation. Voilà. Mais c'est déconnecté du run quand même une fois par semaine. C'est quand même un super. Impeccable. Mais on peut se le permettre maintenant parce qu'on a une équipe qui fonctionne. Donc on a vu avec eux pour se dire on est toujours rejoignable pour des urgences ou si il faut aller voir un client. Mais c'est quelque chose qu'on a mis dans notre calendrier et auquel on essaye de nous y tenir. Oui. Ok, super.
Trop bien. Je crois que c'est l'heure du jeu à gros budget. Ouais, et le moment jingle. Bah, écoute, comme alors dit au tout début, t'as deux saladiers. Tu prends d'abord dans celui de droite. Tu dois tirer deux, idéalement une verte, une orange. Ouais. Tu lis la phrase et puis on voit si ça t'inspire ou pas, mais l'objectif c'est que tu répondes. Comment c'est une question? Je la lis à haute voix. Ouais. Ouais. Ça fait presque 1 heure qu'on se parle. Franchement, pourquoi tu fais tout ça? J'avais rien de prévu cet après-midi. Non. Et plus largement dans ta vie. Non. Un projet, tu vois plein de gens, tout ça. C'est quoi qui te lève le matin? Je pense que franchement, depuis que je suis devenu entrepreneur, comme j'ai été licencié, ça vient pas de moi, mais c'est la meilleure décision que je n'ai pas prise. Hein. Ouais. Parce que je pense que je l'aurais jamais fait. Hein. Ok. Je pense que j'ai été mis dos au mur et moi, j'adore le métier que je fais. J'adore l'entrepreneuriat et je me dis, alors parfois je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais en même temps, j'ai évité tellement d'écueils que c'est top. Hein. Je fais plein de rencontres intéressantes. J'aime bien aussi partager. Alors, ce que j'aime beaucoup maintenant, c'est aussi partager mon expérience. Transmettre. C'est-à-dire que de se dire, tu peux être entrepreneur à 15 ans, mais tu peux être entrepreneur à 60 ans. Il n'y a pas d'âge. Hein. Ouais. Si tu as un truc qui te plaît, que tu peux le faire, lance-toi, tu vois. Et ça, je trouve que c'est top. Hein. Donc voilà. Ok, super, impeccable. La deuxième, qu'est-ce que tu as pioché? Alors, qu'est-ce que j'ai pioché? Pour la saison 2, on va améliorer. Quelle est la personne qui t'a le plus inspiré dans ta carrière et pourquoi? Alors, il y a eu plusieurs personnes. Alors, ça va être peut-être un peu bateau, mais ma femme m'a beaucoup inspiré. Ouais. Et je pense que le fait qu'on ait créé la boîte ensemble, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, on est très complémentaires, mais on est chacun dans une partie du business. Hein. Ce qui fait qu'on se marche pas sur les pieds, on est capable de... voilà, ma femme est la personne qui m'a le plus challengé dans ma carrière, qui m'a poussé et aidé à ce qu'on soit tous les deux entrepreneurs. Donc ça, c'est top. Donc il y a du soutien et de l'inspiration. Ouais. Ok. Je dirais que moi, je suis un peu plus celui qui est raisonnable, hein, dans le sens où je travaille dans un grand groupe, alors j'ai mes budgets, je suis celui qui gère la finance, donc je sais tous les jours. Voilà, et ma femme est celle qui va nous pousser à prendre un peu plus de risques. Ok, c'est marrant, parce qu'en général, le commercial de l'équipe, c'est souvent le contraire. C'est marrant que vous ayez réparti les tâches comme ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est... Voilà, donc... alors, il y a un peu des histoires de vases communicants aussi. Ouais. Ok, super. Alors, la dernière, c'est une citation. Écoute, vas-y, ça sera la dernière citation de la saison. Donc, choisis la bonne. Et puis, dis-nous si tu es d'accord, pas d'accord, qu'est-ce que tu en penses? Ce que tu décides de ne pas faire est tout aussi important que ce que tu décides de faire. Steve Jobs. Hein. Ça t'inspire quoi? Alors, je pense que... Alors, c'est intéressant parce que on peut décider en tant qu'entrepreneur ou au niveau personnel de faire plein de choses. On peut aussi décider d'abandonner un projet. Je dirais que par le passé, j'avais un peu tendance à me restreindre. Alors c'est peut-être un manque de confiance en soi et donc à attendre un petit peu tous les encouragements des autres. Donc il y a plein de choses que je n'ai pas faites parce que je me disais non, c'est pas pour toi, c'est non, c'est pas le moment, ou c'est pas raisonnable, ou tu veux t'acheter un truc, tu vois, tu te dis voilà, non, c'est peut-être pas le moment, mais alors que plein de gens disaient voilà, je vais acheter ce truc-là, un nouveau vélo pour faire du sport parce que voilà. Mais de l'autre côté, c'est aussi il faut savoir accepter d'abandonner. Quand on a lancé notre projet de boîte au pair, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui étaient au pair, mais il y a assez longtemps, et donc où c'était encore l'essence de l'échange interculturel, ce qu'on a découvert est beaucoup moins le cas. C'est cette idée de se dire on va aider des gens de différentes cultures à se rencontrer, etc. De s'apercevoir que ça marche pas.
et de se dire, on s'entête pas à continuer, il faut savoir s'arrêter. Hein. D'accord, ouais, donc bon, tu fais le lien avec cette capacité que tu as parfois à dire, ok, même si j'y crois, j'y ai cru ou j'y crois encore très fort, parfois il faut savoir arrêter ce truc-là. Je dirais que l'avantage, en étant une petite structure, en étant indépendant, on n'a pas ce problème d'inertie à lancer un projet et d'inertie à l'arrêter qu'ont les grands groupes. Ouais. C'est-à-dire que tu peux tester. Hein. Si tu sais que c'est pas un lourd investissement et que tu dis tiens, je vais lancer un nouveau service, lançons un nouveau service. Tu testes le marché, est-ce que ça va fonctionner? Ça marche pas, tu as dépensé un peu d'argent, voilà, t'arrêtes. Ou au contraire, ça marche, tu réalimentes la machine et tu le développes. C'est beaucoup plus difficile dans les grands groupes parce que déjà, lancer un projet, ça prend du temps. Le temps qu'il soit lancé, peut-être que c'est trop tard. C'est ça les difficultés. Ouais, donc ce que tu dis pour le mot de la fin, c'est qu'en réalité, l'entrepreneuriat, finalement, te laisse cette possibilité beaucoup plus de faire des trucs. Par contre, comme une erreur est plus difficile à absorber, il faut savoir s'arrêter au bon moment. Et la difficulté en grossissant aussi, c'est d'arriver à garder cette flexibilité, cette agilité. Okay. Je ne sais pas si c'est réellement possible. Après, il y a pas mal de grosses boîtes qui du coup, quand ils arrivent à une certaine taille dans un service, le coupent en deux. Ouais. Pour retrouver cette agilité et ces échanges d'idées dans des plus petites structures. Je crois qu'il y a eu une étude qui a été faite que un manager ne peut pas gérer plus de je sais pas combien de personnes. 7 ou 12. Et donc en fait, quand ça arrive à ce point-là, il faut splitter. Voilà. Ok. Là, c'est clair et j'aime bien l'idée effectivement de dire quand t'es petit, t'as l'avantage de pouvoir tout essayer. Il faut savoir s'arrêter avant que ça devienne dangereux. Ouais. Parce qu'effectivement, parce qu'on n'a pas les moyens de supporter un échec qui est trop important. Écoute, merci beaucoup, l'heure est passée. Merci Stéphane. Merci beaucoup pour l'entretien. C'était C'était un entretien détendu, on était relaxés. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que c'est sympa. Merci à tous pour de nous avoir regardé jusqu'au bout. C'est la fin de cette première saison. Merci pour votre soutien jusque-là. On revient bientôt avec la saison 2 et on va vous demander du feedback, faire évoluer les formats, les modèles, tout ça. Et donnez-nous un petit peu de force en likant tout ça, en partageant. Et puis à bientôt. Bye bye. Ciao.